Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans les administrations publiques, et en particulier l'administration publique de la recherche, puisque c'est celle dans laquelle j'ai été amené à travailler pendant plus de 2 ans. Et donc j'ai découvert un certain nombre de choses, un certain nombre de process, et je voulais vous en faire part pour que vous fassiez votre propre idée de comment les choses se passent à l'intérieur donc, des institutions publiques. Alors le premier point qui est, je trouve, assez pertinent, c'est que la première approche que vous avez quand vous commencez à postuler dans ce genre d'institution, vous avez un petit entretien dans lequel la personne vous dit très clairement: «Est-ce que la rémunération qu'on vous propose vous convient?» Alors pourquoi est-ce qu'elle dit ça comme ça? En fait, la réponse est très simple, c'est qu'ils ont des grilles à partir duquel ils peuvent dire: «Bon, si vous avez, mettons, 3 années d'expérience professionnelle et que vous avez 3 années de formation, par exemple en études supérieures, vous cochez telle case dans telle grille et donc votre rémunération sera celle-ci». Et donc c'est assez étonnant parce que plutôt que de se baser sur la compétence des personnes et ce qu'ils peuvent apporter, on se base plutôt sur une grille qui est censée déterminer que toute personne est égale à une autre au niveau du travail et que, au final, on devrait se conforter de cette manière-là. Alors, quelque chose que j'ai pu découvrir au fur et à mesure du temps, c'est que ce genre de grilles, en réalité, elles ne sont appliquées et respectées que par les personnes qui sont assez bêtes pour y croire, parce qu'il y a toujours des moyens pour l'administration qui va embaucher quelqu'un d'y déroger. Il suffit juste de mettre un petit peu de puissance et de faire remonter ça à l'échelon supérieur. Pour revenir là-dessus, on arrive donc à une situation dans laquelle on impose une grille de salaire à absolument toutes les personnes qui travaillent dans ces institutions-là, en leur disant: «Mais non, mais en fait, c'est pour payer les hommes pareil que les femmes, c'est pour payer telle personne pareil que telle autre à expérience égale». Et au final, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que plus de temps on reste dans ces administrations, plus on voit d'éléments divergents qui laissent rendre compte qu'en fait, c'est pas vrai. Et donc, il y a une sorte de dichotomie entre les personnes qui sont un petit peu proches du pouvoir, qui font comme ils veulent, et les personnes qui sont tout en bas, qui là, elles sont sujettes à ce genre de grille, à moins qu'elles arrivent à faire des petites courbettes ou en tout cas qu'elles soient capables de faire valoir leurs compétences, auquel cas tu peux avoir une petite prime. Mais dans aucun cas, on vous laisserait l'opportunité de négocier vous-même votre salaire. Donc c'est assez pertinent parce que vous vous retrouvez avec tout un tas de personnes en fait qui sont et qui vont travailler dans ces institutions-là, qui se disent: «Mais au bout d'un moment, moi je suis compétent, je vaux, plus que ce qu'on me donne», et donc ces personnes finissent par partir. Et donc au final, à l'intérieur de ces institutions, que ce soit les institutions de recherche, mais d'autres institutions, vous avez que les personnes qui se retrouvent, heu, soit à faire, un travail pour lequel ils se remettent relativement peu en avant, pour lequel ils n'ont pas vraiment envie de travailler en fait. Ils font un travail qui est un petit peu voilà, ils mettent pas trop d'intérêt et de force pour réaliser les actions qui leur sont demandées, mais ils sont quand même payés le même salaire que les autres. Donc effectivement, pour les personnes qui s'en fichent un petit peu, c'est très bien. Et vous avez d'autres types de personnes qui là, pour le coup, ont une vraie volonté de travail, une vraie volonté de réussir dans la vie, mais qui se retrouvent sous-payés par rapport à leurs compétences et au niveau auquel on devrait les financer, en fait. Et donc vous avez un système qui est sur base d'être quelque chose de bien vu. C'est voilà, c'est tout le monde est payé pareil, en fonction de votre expérience, de votre âge, il y a pas de discrimination. On fait de la discrimination positive. Et donc la discrimination positive, ça n'en est pas moins que de la discrimination quand même. Résultat, vous avez, des familles, des personnes qui travaillent dans ces institutions-là et en fait qui auraient envie de partir, mais qui ne le peuvent pas parce que l'autre problème de travailler dans des institutions publiques, c'est que vous travaillez avec des outils qui sont sous-performants. Comment je veux dire sous-performant? C'est que par exemple, moi, dans l'institution dans laquelle j'ai travaillé, vous aviez eu, la mise en place d'un outil de signature électronique. La signature électronique, ça existe à peu près depuis 2020. Je pense que ça a été implémenté dans un certain nombre de grandes entreprises, peut-être, pendant le covid, un petit peu après. Et dans cette institution publique-là, c'était toujours pas mis en place en 2025. Ils ont commencé à le mettre en place en 2026, je suis allé retravailler pour eux. En juin 2026, il y avait encore des services qui en étaient dépourvus. C'est-à-dire que la différence temporelle entre la création d'une technologie, la faisabilité d'utiliser cette technologie dans plusieurs univers professionnels, et le moment où c'est implémenté dans des institutions publiques, il y a entre 5 et 10 ans de décalage. Ce qui fait que la totalité des impôts que vous payez pour financer ces institutions, il y en a une partie qui est dépensée littéralement pour rien. Parce que ce sont des financements qui auraient pu être mieux utilisés si l'administration avait été plus flexible. Et ça, c'est un autre problème des administrations de manière générale. Elles ne sont pas flexibles. Pourquoi? Parce qu'on a créé une technostructure
de, la plupart du temps, plusieurs milliers d'employés, avec des directeurs, des sous-directeurs, des directeurs financiers, des machins. Et donc, dès que vous voulez faire implémenter un changement, vous devez en référer à tout ce monde-là. Tout le monde a sa petite responsabilité, mais il ne faut surtout pas en faire trop parce que sinon, ça serait prendre un risque et on est fonctionnaire, donc il ne faut pas prendre de risques. Et donc, vous êtes dans un monde où le moindre changement prend des années à être effectué et où il y a, de manière systématique, toutes les personnes qui sont contre ce changement qui le bloquent. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un nouvel outil de comptabilité automatique, vous allez avoir tout le système de cette administration qui va se rigidifier à l'idée de la mise en place de ce concept, parce qu'il y a des postes qui sont concernés, en fait. Il y a des postes qui pourraient se dire, mais attendez, s'il y a la mise en place d'une comptabilité automatique, mon job, il sert plus à rien. Et donc, toute l'administration se consolide pour éviter que le moindre changement soit effectué. Tout ce que je viens de dire, ça va aussi en lien avec la possibilité d'être responsable. En fait, quand vous êtes responsable dans une administration publique, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez absolument aucun pouvoir. Autrement dit, si jamais vous voulez avoir un service qui fonctionne bien, mettons, vous allez vous dire, je pense que cette personne, voilà, il y a quelqu'un qui vient de partir, il faudrait recruter une autre personne. Vous n'avez pas la possibilité ni de négocier son salaire, ni de demander, avoir la possibilité que cette personne ait tel arrangement par rapport à tel autre. Sinon, ça crée un précédent dans le service. Je ne sais pas si, par exemple, vous avez une personne hyper compétente que vous voulez absolument embaucher, mais qu'elle demande plus de télétravail que ce que la loi de l'institution prévoit, ben vous ne pouvez pas l'embaucher. C'est-à-dire que, sauf si vous avez un accord préalable de la direction, vous ne pouvez absolument rien faire en tant que responsable. Et c'est assez extraordinaire parce que normalement, ce sont les responsables qui doivent avoir la capacité de management de leur service et de faire en sorte que tout se passe au mieux. Or, vous vous retrouvez dans une situation où chaque recrutement, où chaque décision qui doit être prise, a commencé à être prise par un petit responsable, puis par le responsable du dessus, puis à arriver sur la table du grand dirigeant de l'institution qui a que ça à faire, de savoir que telle personne dans l'organisme va avoir un jour de plus ou de moins de télétravail. Donc vous êtes vraiment dans une logique où à la fois la décision revient toujours aux personnes qui sont tout en haut, et donc les personnes qui sont managers de service, enfin, ils n'ont absolument aucun pouvoir, et en même temps, les responsabilités sont tellement diluées dans cette espèce de vague océan de chaque personne qui travaille dans l'institution, que vous n'avez absolument pas la possibilité d'amorcer le moindre changement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique qui devient relativement plus tendue, où les fonds que l'État distribue auprès d'institutions publiques vont forcément être amenés à baisser à un moment donné, et où aucune capacité de remise en question ne viendra de la part de ces institutions, pour la simple et bonne raison que c'est pas comme les entreprises privées. Les entreprises privées, si jamais elles ont un concurrent qui utilise une technologie plus avancée que la leur, ils vont pouvoir faire des meilleurs prix aux clients, et donc les entreprises qui ne s'adaptent pas, elles coulent. Les institutions publiques, pour le coup, c'est l'inverse. Elles reçoivent des subventions tous les ans pour effectuer ce dont on leur avait demandé au départ, et la subvention de l'année dernière justifie la même action de l'année suivante. Donc vous n'avez aucun intérêt absolument à changer ce qui se passe pour vous, puisque dans tous les cas, la subvention va tomber. Et même si vous avez envie de changer les choses, il faut en référer au ministre, il faut en référer à telle personne, il faut mettre d'accord tous les responsables. En fait, ces institutions sont beaucoup trop rigides pour être amenées à faire le moindre changement. Et donc, j'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut changer de l'intérieur une institution sans la raser complètement et repartir de zéro. Là-dessus, une fois qu'on a dit ça, j'aimerais avoir un petit peu votre point de vue si vous avez travaillé notamment dans des institutions de recherche, parce que vous avez un certain nombre voilà, soit de règles qui sont complètement incohérentes, une décision qui est absolument impossible à prendre pour faire quoi que ce soit. Là, par exemple, moi j'ai pu voir dans mon ancienne institution, il y a beaucoup d'outils d'IA qui sont sortis et qui permettent de faire les choses beaucoup plus rapidement que ce qu'on le faisait avant. Ces outils ne sont absolument pas implémentés dans ces institutions. Il n'y a absolument aucun travaux de recherche pour savoir comment on adapte ces technologies aux activités de l'entreprise. Enfin, je dis ça, c'est un petit peu un mensonge. Il y a effectivement 2 personnes sur plus de 2000 personnes de la boîte dans laquelle je travaillais avant qui sont recrutées à cet effet, mais ce n'est pas 2 personnes qu'il faudrait, c'est 10 000 fois plus. Donc, j'aimerais un petit peu avoir votre avis pour voir comment est-ce que ça a pu se passer pour vous, pour voir comment est-ce que ça se passe en général dans les autres institutions. Mais je crois que cette incapacité à s'adapter au changement
et en fait, cette surdépense finalement, parce que plus c'est difficile de s'adapter à un changement de méthode, plus les années s'accumulent au travers des subventions qui sont posées sans être reconditionnées, sans réfléchir à l'utilité de l'emploi de ces subventions auprès de ces institutions, plus l'argent qui est dépensé l'est mal dépensé. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.